Allez. Bonjour tout le monde. Bon, je vais vous raconter un peu une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Ça date un petit peu, mais c'est une expérience collective qui a réuni 25 000 personnes en un coup sur Internet à travers une vidéo, à partir d'une vidéo de la chaîne YouTube Fullscopy. Alors, juste parce que je ne l'ai pas vu tout à l'heure, qui connaît Fullscopy il y a tout le monde qui connaît. Bon, c'est bien, au moins, je voulais montrer une petite vidéo, un extrait à un moment donné, mais j'aurais pas besoin presque. Bon, je vais me présenter. Je suis donc Samuel Ronce, je suis donc développeur web freelance depuis maintenant plusieurs années. Je suis donc aussi formateur maintenant presque 10 ans. Et je suis auteur de plusieurs ouvrages. Par exemple, au début septembre, il y a le livre Angular qui est sorti aux éditions Erol. Donc voilà, c'est un peu ma passion. Et puis j'ai eu l'occasion quelquefois de travailler avec, par exemple, des youtubeurs, entre autres Mehdi Moussaïd, qui maintenant a bien 400 000 abonnés sur sa chaîne. Et aussi avec le jeu d'échecs, Kevin Bordy, peut-être certains connaissent un petit peu aussi. Et puis voilà, on a l'occasion de travailler ensemble et peut-être, pourquoi pas, d'autres aventures par la suite. Mais avant cela, j'aimerais parler un petit peu, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence collective? Je ne vais pas tout refaire la vidéo parce que déjà je ne suis pas un expert comme Mehdi, je ne suis pas un chercheur en intelligence collective. Par contre, ce que je sais, c'est que collectivement, on est soi-disant plus intelligent qu'individuellement. Bon. Et donc, lorsqu'on travaille en groupe, c'est un peu plus intéressant. Par exemple, si vous avez un bug, c'est plus simple de trouver la solution au bug collectivement qu'individuellement. Parce que, en fait, nous-mêmes, on a un biais qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va chercher ce qu'on pense, mais on ne va pas forcément trouver quelquefois des erreurs qui peuvent être ailleurs. Bon, ça c'est de la psychologie, et puis encore une fois, je ne suis pas professionnel en psychologie. Par contre, ce que je vous propose, c'est de faire un petit essai de l'intelligence collective, puisqu'on est nombreux. Alors j'ai préparé un petit quiz. Alors, vous pouvez le scanner si vous souhaitez. Est-ce qu'il y a un Lyon QR code? Parce que les QR codes sont maudits à Lyon.js, ils ne marchent jamais. Ça marche. Yes. J'attends juste un instant et puis par contre je vais devoir prendre le mode administrateur de mon côté. On est 36. 36. 37. Oui. 40. Quand on est 60, c'est qu'on est quasi tous là. L'idée, c'est que, en fait, c'est un quiz. Les questions sont pas évidentes du tout. Vous allez voir. Mais l'idée, c'est pas d'être le meilleur ou quoi que ce soit, c'est d'y arriver collectivement. C'est un jeu de collaboration, si vous souhaitez. En fait, ça va être même intéressant parce que en 2025, il est même prévu par Mehdi à Paris de réunir via une expérience comme ça une centaine de personnes qui vont jouer un peu à ce type de jeu via une expérience qui s'appelle « Qui veut gagner des millions ?» mais collectivement. Voilà, je vais travailler avec Mehdi sur ce projet et on sera ensemble normalement à Lyon parce que, à Paris, excusez-moi, normalement si tout se passe bien parce que c'est par financement participatif, donc on est un peu en attente. Mais là, je vous propose quelques questions. Vous avez 30 secondes pour répondre, il y a 8 questions, ça prend 4 minutes du coup. Et puis l'idée, c'est de voir si on y arrive collectivement. Moi, je ne vais pas répondre, hein, je vous laisse répondre. C'est parti pour la première question. À votre avis, quel est le nom du théorème fondamental de l'informatique qui établit une limite à ce qu'un ordinateur peut calculer? Ça serait des questions informatiques, un peu théoriques, voilà, mais... Encore une fois, ne cherchez pas... Enfin, je veux dire, ne cherchez pas. Si, je cherchais un peu, mais... Super, Samuel. Je laisse les 30 secondes s'écouler, on va voir la réponse, et j'espère que collectivement... vous avez 15%. Finalement, la foule n'est pas si intelligente que ça. C'était le théorème de Haltig. Vous êtes 53% à répondre, le deuxième. Allez, je vous propose une deuxième question. J'essaye après tout. C'est que la théorie, hein, l'intelligence collective. Hein. Pour info, le responsive est... Moi, j'ai deux questions qui rentrent. Ah, vous pouvez... Non,
Ah, excusez-moi. Genre. Bon bah pardon. Moi j'ai fait ça un peu aussi. J'ai fait juste un... Bon alors dans le contexte des bases de données, qu'est-ce que le théorème CAP? On passe tous et toute une super semaine, n'est-ce pas? J'espère que la troisième question, c'est comment je m'appelle. Bon, j'ai pas calculé, j'aurais dû faire le tout fixe, là, bref. Bref, alors vous êtes 43 pour le deuxième, mais c'était le premier, on n'était pas loin. Allez. Quelle structure de données utilise LIFO, L-I-F-O? Ça, j'en suis sûr que vous pouvez trouver. Non, je dis ça, mais... Vous inquiétez pas, je n'ai pas fait une cinquantaine de questions. Hein. C'est pour voir. En soi, voilà, on essaye de trouver. Peut-être que les dernières questions seront un peu différentes. Bien, vous avez bien répondu cette fois-ci. Pratiquement la moitié a répondu pile. Très bien, super. Allez, quel problème NP complet est résolu par l'algorithme de Christophilds? Christophilds, je ne sais pas comment c'est. Le problème, je le dis, ce sont des algorithmes et tout. Hein. Ça vous fait la culture générale en même temps. C'est... Super, vous avez bien répondu. Le problème du voyage de commerce. Je ne jouais pas l'algorithme, hein, je ne vous dis pas qu'est-ce que c'est exactement. Mais... Allez, en quelle année a été créé le langage de programme Rust? Je n'ai pas fait JavaScript parce que je me dis qu'il y aurait plus de chances que certains... Parce que je suis concepteur de questions. Et que je sais qu'il y a des questions mieux. C'est toujours la deuxième. Voilà. C'est une question. Moi, je pense que c'est la 10. Ça arrive déjà à 14 ans. Très bien, 2010. Et vous voyez que l'intelligence de la foule est intéressante parce que, bon, super. Sans rechercher sur Wikipédia, quel est le nombre approximatif de lignes de code source du noyau Linux? J'ai pris les versions 5, j'ai pris sur... Je crois qu'on arrive vers les dernières questions. 1 million, 10, 30 ou 50 millions? Il vous reste quelques secondes. 30 millions, effectivement, vous voyez. C'était à peu près kiff-kiff avec le 10 millions. Hein, ok. Je crois que c'est la dernière. Quel est le problème fondamental que résout cet algorithme qui utilise... Ben non, je ne vais pas dire. J'avais donné la réponse sans faire exprès. T'as des gros bleus? Oui, il faut viser. Ok, super, c'est dans la sécurité, hein, effectivement. Super, et bien regardez, on a joué un petit peu avec cette intelligence collective, et ça donne une certaine idée, hein, j'ai envie de dire. Bon, ça c'était un mode un peu caché, il y a aussi le mode quelquefois avec influence, ça veut dire qu'on peut voir ce qu'a donné les autres en direct, et quelquefois ça aussi ça influence ceux qui ont des doutes, etc. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé un petit peu dans cette expérience il y a quelques années, c'est le jeu d'échecs. Il y avait une vidéo qui m'avait interpellé sur la chaîne YouTube de Mehdi, c'était est-ce que la foule peut gagner contre Garry Kasparov, un grand joueur d'échecs. Et du coup, j'étais assez impressionné que même des personnes qui ne connaissent pas trop grand-chose au jeu d'échecs pourraient finalement, on va dire, pas forcément gagner contre le maître d'échecs, mais en tout cas, tenir tête. Et du coup, on s'est dit avec Mehdi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette expérience du jeu d'échecs sur la plateforme, du moins sur sa communauté. Et tu sais ce qu'on a fait, on a réfléchi ensemble, on a travaillé ensemble sur ce projet qui a pris pas mal d'heures, plus qu'on en pensait d'ailleurs.
Et le jeu d'échecs a été vraiment une expérience assez incroyable. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, comment ça a été développé, comment on l'a utilisé en JavaScript, mais je voulais d'abord revenir sur le contexte. Et pour cela, je voulais juste remontrer un extrait de 3 minutes sur le fameux joueur d'échecs. Et donc, il y avait Kevin Bordy qui avait joué, mais aussi on pouvait jouer contre une intelligence artificielle. Donc on avait mis tout ça en place et je vous montrerai un petit peu le code après. Mais, alors il n'y a pas le son, enfin du moins. Je vais peut-être, on va voir. Ok, vous avez compris le principe général. D'un côté, on a une foule, c'est vous, qui joue chaque coup par un vote à majorité. En face, on a un adversaire unique. On verra tout à l'heure de qui il s'agit. Pour que tout le monde ait le temps de voter, on ne va jouer que 3 coups par jour, à 18h, à 20h et à 22h. Ça signifie que vous avez toute la journée pour voter et à 18h précise, le coup choisi par le plus grand nombre sera automatiquement reproduit sur l'échiquier. Ensuite, ce sera au tour de votre adversaire qui devra jouer rapidement, puis on accumule à nouveau les votes jusqu'à 20h pour le coup suivant, on recommence jusqu'à 22h et ainsi de suite. Et on continue comme ça tous les jours jusqu'à l'échec et mat. En moyenne, une partie d'échecs se joue sur 40 coups environ, donc on peut s'attendre à terminer cette expérience dans à peu près 2 semaines. Alors le plus important dans une expérience, c'est la répétition. Il ne faut pas une observation, il en faut plein. Donc au lieu de faire une seule partie avec 50 000 joueurs comme pour Kasparov, il vaut mieux faire par exemple 100 parties différentes avec des groupes de 500 personnes à chaque fois. C'est beaucoup plus solide statistiquement et ça permet de généraliser le résultat. Sinon c'est même pas la peine d'essayer de publier ça dans une revue scientifique quoi. Bah oui, parce qu'après l'expérience, on va publier les résultats, et ça aussi d'ailleurs, on va le faire ensemble dans une prochaine vidéo. Ok, on aura donc disons 100 parties qui vont se jouer en même temps. On va appeler ça des mondes parallèles. On aura donc 100 mondes différents, et dès qu'un nouveau joueur se connecte sur le site, on l'envoie aléatoirement dans un des 100 mondes disponibles. Et c'est important que ce soit fait au hasard pour éviter les biais. Une fois qu'un joueur est assigné à un monde, il ne peut plus le quitter, ni regarder ce qui se passe dans les autres. Ok, maintenant l'adversaire. Contre qui va jouer la foule ? Ben, là, c'est un peu chaud en fait, parce qu'il faut que l'adversaire soit le même dans chacun des mondes, sinon c'est plus comparable. Et le problème, c'est que je peux pas trouver un adversaire qui va jouer les 100 parties en même temps. Donc, le plus simple, je pense, ce serait de faire jouer la foule contre un programme informatique. Comme ça, on est sûr que c'est le même adversaire partout, ça c'est indispensable, et en plus, il n'y a pas tous les effets de fatigue et de lassitude, quoi. Ok, vous allez donc jouer contre une intelligence artificielle qui s'appelle Maya. Ce programme, il est assez particulier parce que c'est pas une IA qui essaie de trouver le meilleur coup possible en faisant des calculs incroyables, sinon vous auriez aucune chance. C'est une IA qui essaye d'imiter le jeu humain. Donc vous aurez un adversaire qui joue comme un humain et pas comme une machine, par exemple qui peut faire des gaffes ou rater un bon coup. Il y a un truc qui est cool avec Maya, c'est qu'on peut choisir son niveau de jeu. On peut lui demander d'imiter le style d'un joueur débutant, d'un joueur moyen, d'un joueur expérimenté, etc. Et ça me donne une idée. Ok, on va complexifier un peu pour enrichir l'expérience. En fait, dans chacun des mondes, il ne va pas y avoir une seule partie, il va y en avoir plusieurs. Par exemple, si vous tombez au hasard dans le monde, disons numéro 49, vous aurez accès à 5 plateaux de jeu et vous pouvez voter dans chacun des 5 plateaux. Ces 5 plateaux correspondent en fait à des adversaires de niveaux différents. Sur un des plateaux, vous jouez contre une IA très faible, sur un autre contre une IA très forte, etc. Sauf que cette information ne sera pas visible pour ne pas influencer votre style de jeu. Et évidemment, on fait exactement la même chose dans chacun des 100 mondes. À la fin de l'expérience, on aura donc collecté 100 parties pour chacun des niveaux de l'adversaire. Très faible, faible, moyen, etc. Et je pourrais regarder dans chaque cas le pourcentage de victoire de la foule. Alors moi je dirais que ici ça va être assez élevé. Bon. Disons, Là, après, il fait son analyse. Si vous souhaitez regarder la suite de la vidéo, ça c'est autre chose. Moi, je vais me concentrer sur la suite. Alors, maintenant que vous avez vu un petit peu le contexte, il fallait développer tout ça. Et donc, c'est là où arrivent un peu les technologies JavaScript. Côté front, on a choisi Vue.js. Alors, pourquoi Vue.js? Parce qu'à cette époque, on va dire, j'aimais bien Vue.js, encore maintenant, mais disons qu'on peut le faire avec n'importe quoi. Vous pouvez prendre du Angular, du React ou autre. C'est pas un souci. Côté back, on a utilisé Nest.js. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nest.js, c'est du Angular, mais moins on reprend l'idée d'Angular, mais on met le côté back. Nest.js, c'est pas mal parce que c'est du TypeScript. Et donc, on a pu vérifier un petit peu les types, comme on a vu juste dans le talk d'avant. Pour les données, on a fait un stockage dans PostgreSQL. On a utilisé aussi un CMS qui s'appelle Directus, de façon à un peu avoir un petit visuel. Et puis, on a fait un cache avec Redis. Le cache était important parce que 25 000 personnes qui arrivent d'un coup, c'était assez gourmand au niveau de la base de données. Bon, d'ailleurs, c'était pas de tout repos sur ce point. Et puis pour l'intelligence artificielle, comme vous avez vu dans la vidéo, on a parlé de Maya. Je vous montrerai un petit peu comment on peut mettre une intelligence artificielle comme ça avec du JavaScript.
Alors bien entendu, il y a énormément de lignes de code, donc l'idée ici pour ce talk, j'ai pris juste l'essentiel, de moins pour que vous puissiez voir un petit peu le fonctionnement et comment on peut l'implémenter dans JavaScript. Passons un petit peu sur l'implémentation côté front. Ce qu'il fallait faire déjà côté front, bon bien sûr il y a toutes les interactions, mais pour cela j'ai utilisé une librairie. Cette librairie s'appelle cm-chessboard. Bon en fait l'idée c'est quoi? C'est tout simplement d'afficher ce que vous avez vu un peu à l'écran, un chessboard, un plateau de jeu d'échecs. Ensuite, ce qu'il fallait bien sûr faire, c'est soumettre les coups aux joueurs. Bon, ça c'est une chose. Bon, on devait vérifier aussi si le coup est valide ou pas, mais ça, le plus important, c'est de le faire côté serveur. Bon, vous savez très bien, c'est un petit peu, côté client, c'est juste de l'ergonomie et pour lui dire que son coup est valide ou pas. Ensuite, il fallait bien sûr faire de la visualisation, voir les coups en direct, pourquoi pas. On n'a pas utilisé de temps réel comme WebSocket, on aurait peut-être pu, mais mine de rien, ça fait un peu plus de maintenance. Donc on est resté sur des simples requêtes HTTP. Bon, il y avait beaucoup de requêtes, mais c'était par période, comme vous avez vu, il y avait à 18h, à 20h, je ne sais plus exactement les horaires, ça remonte, mais voilà. Et puis bien sûr, après, il faut faire une communication avec le serveur. Je vais utiliser donc cm-chessboard. Ce n'est pas très connu, mais ce n'est pas forcément adapté à Vue.js. Il fallait donc l'adapter à Vue.js. Donc à ce moment-là, j'ai donc fait du code. Bon, encore une fois, c'est très simplifié. Il y a quelques lignes de code. Il faut bien imaginer qu'il y avait beaucoup de code durant ce projet, cette expérience. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est effectivement, bien sûr, ce point qui est ici. Comment on a pu mettre en place un état d'un jeu d'échecs? Parce que mine de rien, comme vous avez vu dans la vidéo, il y avait énormément de monde. Alors quand je dis de monde, c'est pas tellement en termes de gens, c'est vraiment, il y avait, chaque personne était attribuée à un monde, à une room on peut dire aussi, plus en jargon informatique. Donc ce qu'il fallait faire, c'est de donner l'état. Et pour cela, on a utilisé ce qu'on appelle le FEN, F-E-N. Je reviendrai un petit peu, qu'est-ce que c'est ce terme en question. En tout cas, soit dès le début, on commençait une partie, on donnait start, soit on donnait tout simplement la position, l'état du monde, l'état du jeu d'échecs à ce moment-là. Bon, ça c'est pas la partie très complexe parce que c'est que du front. En soi, bon, voilà, vous pouvez le faire si vous êtes assez à l'aise avec une librairie ou avec un framework. Bon, il suffit juste de développer et voilà, c'est tout. Et trouver un petit peu, comme vous avez vu, je ne me suis pas amusé à développer toute la partie plateau de jeu d'échecs. Pourquoi pas, mais ça prendrait beaucoup de temps. Du coup, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. C'est cette notation FEN. En fait, c'est simplement une chaîne de caractères. Alors, je ne vais pas vous la décrire comment elle est formée, mais ce qui est facile, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Par exemple, si on va sur un site comme Lichess ici, je pourrais très bien faire des déplacements et avoir un FEN, du coup, qui va finalement être modifié selon ce que je fais. Voilà, je fais n'importe quoi. Bon, en tout cas, ça c'est très intéressant parce qu'on peut le stocker et donc ça permet de faire une sorte de mise en cache. Parce qu'imaginez bien, il y a quand même des milliers et des milliers de coups qui sont effectués. Il y a eu 25 000, alors là d'après vidéo, même on pouvait attendre beaucoup plus, mais on a quand même atteint les 25 000 joueurs et ils pouvaient jouer à plusieurs parties d'échecs. Et cela dans plusieurs rooms, on dépassait facilement le million de coups. Donc on ne pouvait pas s'amuser pour donner un état, pour dire quand quelqu'un arrivait sur le jeu d'échecs, de reprendre tous les coups, et puis de dire voici comment sont placées les pièces. Ça serait trop long, trop gourmand en fait. Donc il fallait faire une mise en cache. Alors bien sûr, on gardait tous les coups pour un historique, pour refaire une synchronisation si besoin, pour recréer ce fameux FEN, mais c'était ça c'est très intéressant, on peut garder pour chaque coup cette chaîne de caractères. Et ça c'était primordial pour la suite du projet. Revenons un petit peu à notre expérience. Maintenant, parlons un petit peu de la partie back-end. Pour vérifier que les coups étaient valides, on a utilisé une librairie qui est très sympa, que j'utilise on peut utiliser à plusieurs endroits, il n'y a pas que pour cette expérience. Si demain vous faites un jeu d'échecs, c'est chess.js. Chess.js, c'est vraiment la librairie du jeu d'échecs, j'ai envie de dire. Ce n'est pas pour faire du visuel, c'est pour faire de la validation.
C'est-à-dire que ça va vous dire, est-ce que le coup est valide, est-ce qu'il y a échec et mat, est-ce qu'il y a égalité, hein, pat, etc. Donc c'est très utile. Alors on l'a utilisé côté client, pour bien sûr la personne qui fait n'importe quoi, ça lui dit. Et puis on a bien sûr utilisé côté serveur pour vérifier est-ce que le coup était valide. Mais là, il faut bien penser que c'est une expérience collective. C'est-à-dire que sur un coup, il ne faut pas que la personne puisse rejouer. Alors bien sûr, certains ils sont un peu malins, ils vont recréer des comptes, etc. Bon, ça n'a pas non plus faussé, parce qu'il y a tellement de monde que ça n'a pas forcé l'expérience collective. Mais il fallait donc vérifier effectivement que la personne ne rejoue pas une deuxième fois. Bon, et bien sûr à la fin, le but, c'est de prendre la décision du groupe. Bref, un petit peu comme dans mon jeu de quiz finalement. Quand on y pense, ça reste un sondage. On prend finalement la meilleure solution parmi tous les coups. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé. Bon, passons un petit peu sur l'utilisation de Nest.js. Encore une fois, je l'ai simplifié. J'ai pris juste la fonction qui m'intéressait pour l'exemple, pour le mouvement. Je vous ai mis tout simplement ici, on va dire, la signature de ma fonction. User, alors ça vient de Postgres et donc de Directus User. Bon, c'est ce CMS et les personnes, puis voilà, on peut savoir s'il est connecté ou pas. GammaID, ça représente, alors je l'ai appelé GammaID, mais vous avez vu, il y avait un niveau pour chaque intelligence artificielle. Donc en fait, la personne arrivait dans un monde, et ce monde était lié à ce qu'on appelle un GammaID, c'est-à-dire à une intelligence artificielle, par exemple à un niveau 1200 Elo, 1400 Elo, etc. Le Elo étant, bien sûr, bon, si vous n'êtes pas trop sur du jeu d'échecs, mais étant je ne peux pas trouver le mot, mais pas la puissance, le niveau de la personne, voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait faire plein de vérifications. Est-ce que la personne n'a pas déjà joué? Et pour cela, on a utilisé un cache, le cache avec Redis. Parce que si on pioche directement dans la base de données, pourquoi pas, mais il y a quand même 25 000 personnes qui arrivent d'un coup à 18 h pour faire un coup. Et en plus, il y avait certains modes, un mode influence, donc certains voulaient se dépêcher pour être le premier à mettre un coup pour influencer tout le monde. Et là, ça nous fait un peu des sueurs froides parce que, bon, bien sûr, il faut avoir l'infrastructure derrière. Ce n'était pas toujours évident parce qu'on n'avait pas non plus un fort budget. Mais bon, on s'en est sorti finalement. Après cela, finalement, on a pris, encore une fois, toujours avec le FEN, l'état du jeu. Par exemple, de l'intelligence artificielle. On l'a donné ensuite à Chess, et puis quelquefois on pouvait, ici c'est une vérification parce que ça pouvait valoir undefined, si on commençait, il n'y avait pas forcément d'état au niveau du jeu. Et ensuite on faisait le mouvement. Donc on dit d'où on part et où on veut aller. Avec une on pouvait avoir une promotion, d'avoir à la fin une dame. Et donc ensuite on avait le résultat, ça donnait un mouvement. Est-ce que le mouvement est valide ou pas? Ça renvoie nul. Si c'est nul, à ce moment-là, ça veut dire, on lance une exception avec une classe personnalisée qui va nous dire que le mouvement est invalide. À ce moment-là, on pouvait enregistrer le coup et aussi faire une mise en cache, parce que l'idée, encore une fois, c'est de garder l'état du monde et pas de tout mettre en base de données, et quand on veut le donner au client, eh bien, de reprendre les 25 000 coups, c'est pas possible. Donc il faut faire une mise en cache, calculer le fameux FEN, et de cette manière, eh bien, on est, on va dire, tranquille pour la suite. Voilà un petit peu l'idée. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est aussi le mouvement de la foule, un peu comme le quiz. Comment on peut finalement, c'est pas très compliqué finalement, il faut prendre qui a raison, la majorité, le coup populaire, on peut dire, durant ce moment-là. D'après la première ligne, il peut y avoir des ex-aequo. On peut très bien, un peu comme vous voyez dans le quiz, ça arrive à un moment donné, par exemple, avoir 30% qui font tel coup et 30% qui font un autre coup. Il faut savoir que j'avais déjà le sondage, donc déjà trié, donc je savais que le premier, c'est forcément le coup le plus populaire. Encore une fois, c'était précalculé parce que c'était des informations qui étaient données au client, donc il ne fallait pas le recalculer à chaque fois. Donc j'avais déjà cette information-là. Je savais aussi le nombre de joueurs, bon là vous avez un pourcentage durant le quiz, mais je savais aussi le nombre de joueurs qui avaient fait un coup. Donc, j'ai pris le premier, par exemple, si j'ai 50 personnes, eh bien, je prends tous les autres sondages où il y a aussi 50 personnes qui ont joué. Ça me donne ensuite un tableau des coups les plus populaires. Ici, je vais prendre
dans la deuxième ligne, s'il y a un ex aequo, on prend en fait un coup, le meilleur coup au hasard parmi le tableau qui a été trouvé. S'il n'y en a qu'un seul, bah, tant pis, ça se prendra seulement le coup unique. Ensuite, il fallait prendre, donc là il y a eu des mises en cache, on prend le coup de l'intelligence artificielle. Alors j'ai fait -2 parce que à la fin du tableau, on avait tout simplement le FEN, hein, l'enregistrement des joueurs. J'en avais besoin quelquefois pour renvoyer au client, parce que ça représentait l'historique de tous les coups, donc quelquefois il fallait renvoyer au client. Donc on avait l'état du jeu de l'intelligence artificielle et l'état du jeu courant, du joueur, des joueurs en question. Donc je prenais ce qu'a fait l'intelligence artificielle, encore une fois je le fais passer par chess, et puis je fais un mouvement, le mouvement qui a été choisi, le mouvement plus haut de notre foule. À ce moment-là, je peux aussi faire des vérifications, mais on part du principe que tout ce qui a été dans le sondage sont OK, puisqu'on a fait une vérification préalablement. Et puis ensuite, je récupère le FEN dans le but de le stocker. Ça, c'était l'idée. Vous voyez, c'est comme ça que ça pourrait fonctionner. Alors, on est en pur JavaScript, hein. Ici, il n'y a pas... On pourrait mettre du TypeScript, pourquoi pas. Mais on avait fait du TypeScript, mais effectivement, quelquefois... Ici, je suis resté en pur JavaScript, hein, pour l'explication. Voilà un petit peu l'idée. Passons maintenant à l'intelligence artificielle. Ça, c'était assez marrant à réaliser, parce que c'est assez atypique de mettre une IA. Maya, c'est une IA qui diffère de certaines intelligences artificielles comme Stockfish, etc. Si vous connaissez ces termes, en fait, si vous souhaitez jouer au meilleur niveau contre Stockfish, par exemple, il faut être très bon. En fait, c'est même impossible. Le problème, c'est que les intelligences artificielles, c'est compliqué de définir leur niveau en Elo. Soit on peut savoir à peu près, mais ce n'est pas représentatif de nous humains. Par exemple, un des meilleurs joueurs au monde, Magnus Carlsen, d'échecs, il peut avoir 2800 Elo. Un 2800 Elo peut-être en intelligence artificielle ne correspond pas forcément quelqu'un qui va être aussi bon que finalement notre Magnus Carlsen. Donc, il fallait trouver une intelligence artificielle qui a été entraînée avec justement des parties de personnes, par exemple de 1700 Elo, de 1900 Elo, etc. Seulement sur un niveau particulier, comme ça on avait un style de jeu, par exemple de quelqu'un qui avait 1700 Elo, ou 1200, ou 1400. Et donc, les personnes se retrouvaient dans un monde, ils jouaient des parties contre des intelligences artificielles, mais ils ne connaissaient pas leur niveau, pour éviter, bien sûr, d'avoir des biais. Donc c'était assez marrant d'ailleurs, mais généralement la foule bien sûr gagnait des IA qui étaient très faibles, par exemple 1200 Elo, par contre avait beaucoup du mal, même c'était impossible de battre des IA qui faisaient 1900 Elo par exemple. Sachant que pour information, quelqu'un qui peut jouer en club d'échecs, etc., déjà on est à 1800 Elo, voire plus. Hein. Voilà, et 1500 Elo c'est déjà un bon joueur. Donc voilà, en tout cas ça montrait aussi que la foule, d'après cette expérience, était pas mal, était assez fort finalement au jeu d'échecs, alors qu'individuellement, pour certains, ne jouaient presque pas aux échecs. Bon, comment on pouvait mettre ça? Il y a une interface qui s'appelle Node UC. Alors ça veut dire une interface universelle des jeux d'échecs. Et en fait, l'objectif, donc il y a une librairie pour ça. Je n'avais pas mis une petite explication de ce que c'était préalablement. Hop, non, pas du tout. Je l'ai enlevé. Alors, en fait, tout simplement, c'est pour faire... Je pensais que je l'avais mis, mais... Bon. En fait, c'est une interface entre un moteur d'intelligence artificielle et une interface graphique. C'est un standard, un protocole qui permet de faire le lien entre les deux. Parce que c'est un projet qui est open source, on peut récupérer le moteur, mais ce n'est pas du tout du JavaScript. Donc pour cela, il fallait trouver une librairie pour faire un lien entre l'IA et ce moteur-là. Alors c'est encore une fois pas une librairie très très connue, hein, pour le coup. En même temps, on n'utilise pas ça tous les 4 matins après tout. Et donc j'ai utilisé ça. Heureusement qu'il y a ça, parce que le développer soi-même, bon, on aurait pu, mais ça prend encore beaucoup de temps. Voilà, bref, il aurait fallu voir un petit peu comment fonctionne ce protocole, etc. Voici comment on peut implémenter le calcul de l'intelligence artificielle. Encore une fois, c'est une simplification.
ce que j'ai fait, c'est que, alors ça c'était sur un serveur dédié, c'était sur un serveur à part, isolé, il n'y avait pas de connexion de base de données. Il fallait un peu de ressources machines parce qu'il y avait des boucles, il y avait des calculs de l'intelligence artificielle, donc il était mis à part. Et il y avait une tâche en fait dit cron, une tâche qui à 18h, etc., bien relancer le programme pour faire les calculs. Dans un premier temps, je récupérais tous les jeux. Alors les jeux, je rappelle, c'était niveau 1200, niveau 1400, etc. Dedans, on pouvait démarrer ensuite, grâce à cette librairie, eh bien, un moteur qui était déjà prédéfini. Voilà. Tous ces jeux étaient déjà prédéfinis en base de données. Il y a jamais, l'utilisateur ne pouvait bien sûr les modifier. Donc d'office, je savais que j'avais, par exemple, 5 ou 6 jeux, 5 ou 6 niveaux de Hello. Et donc, ça permettait de démarrer une intelligence artificielle avec ce niveau de Hello. Bon, on attendait que ça soit prêt. Bon, ça fait partie de la librairie. Et ensuite, on fait une boucle pour voir tous les mondes qui existaient. Alors, j'ai enlevé de quelques parties, mais non, bien sûr, un monde était lié à un jeu, un monde... Et par exemple, le monde de 5 était lié à un jeu avec une IA de niveau 1200, etc. Donc ici, il y avait des petites choses supplémentaires qui vérifiaient est-ce que le monde faisait partie de tel jeu. Là, ça fait quand même une boucle imbriquée, ça faisait beaucoup de tours. Mais en soi, ça me permettait ici ensuite, encore une fois avec le FEN, et ça c'était vraiment primordial pour l'expérience, on prenait la position de l'intelligence artificielle, la position, enfin du moins on lui donnait la position du monde où il se trouvait, l'état courant du monde, et puis on commençait à faire un calcul et à trouver le meilleur mouvement. Donc l'intelligence artificielle nous donnait le meilleur mouvement, et puis c'était une chaîne de caractères, donc le début était d'où il venait, et la fin de la chaîne de caractères, c'est où il allait. Donc j'ai récupéré les deux parties de façon ensuite à faire une requête avec une librairie très connue, Axios, pour l'envoyer au serveur et du coup enregistrer cet état-là. Voilà, c'était un petit peu tout ça qui a été mis en œuvre. Alors bien entendu, ce qui est un peu malheureux dans cette histoire, c'est que c'est un peu un développement jetable. Ça veut dire qu'on a fait tout ça, c'est une expérience, c'était cool, mais au final, bah voilà, après, quand c'est fini quoi. Peut-être qu'on fera des réutilisations plus tard, peut-être avec des joueurs d'échecs sur YouTube à nouveau, quelquefois avec leur communauté sur Twitch. Et on va voir, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Mais c'est vrai que ça demandait beaucoup de boulot. Avec Mehdi, on ne pensait pas autant d'ailleurs quand on a fait ceci. Ça a pris plus de 100 heures pour moi pour le développement. Et puis pour Mehdi aussi autant de son côté pour les recherches. Bien sûr, il m'a aussi aidé pour pas mal de parties, pas au niveau du JavaScript, mais quelquefois sur des parties plus de la recherche scientifique, etc. Éviter les biais, voilà. Pour éviter bien sûr de mettre des biais dans l'expérience collective. Voilà, j'ai choisi JavaScript bien entendu parce que je suis très familier avec JavaScript et ça marche très bien. Bon, c'était plutôt cool au final. Voilà, en tout cas, ça vous a fait une petite présentation de cette expérience collective. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux, mais il n'y en a qu'un seul ici qui est présenté sur Twitter, enfin x.com, Samuel Ron, c'est assez simple. Voilà, je tweete de temps en temps et entre autres, je pense avec l'expérience qui va suivre en 2025, ça sera l'idée de pas mal parler de cette expérience collective qui va se passer et peut-être potentiellement dans les prochains mois avec d'autres youtubeurs. Voilà, un petit peu l'idée. Et un aperçu de tout ça. Merci beaucoup. Alors une nouvelle fois, on va prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Nirina qui a une question dans la... Vas-y. Attention, le micro il est très petit. Pas trop fort. C'était très cool. Je voulais savoir en termes d'hébergement, est-ce que c'était un serveur dédié ou est-ce que tu as exploré genre du Edge, du serverless, des trucs Alors, comme ça. ce qui s'est passé, c'est une très bonne question, parce que je n'en ai pas parlé. On a fait un déploiement dans le cloud chez Scalway. Et, et on a utilisé Kubernetes et Docker.
Donc on a fait une orchestration des conteneurs de façon à avoir du scaling parce que forcément il y avait beaucoup de monde. Pour la base de données en revanche, c'était un peu plus complexe parce que pour Postgres, parce que c'est assez coûteux et du coup c'est un service cloud qui nous a offert généreusement leur base de données, une très bonne base de données qui s'appelle Clever Cloud. Et d'ailleurs, je leur remercie on leur remercie de leur soutien, Mehdi et moi, parce que ça nous a bien facilité la tâche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a une au bout, je reviens Mathieu. J'y vais, je cours, regarde. J'approche la vitesse du son. Vas-y, tiens. Parle bien dans le micro. Merci. Comment vous avez géré l'authentification? Alors, on a utilisé justement le CMS Directus, qui possède déjà un système d'authentification. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, avec des jetons d'accès. Ça n'était pas non plus très simple, dans le sens où certains voulaient un peu gruger en disant, voilà, certains ils spammaient, donc il fallait... C'était tout un travail, alors qui était fait en amont en soi, parce qu'on avait fait une autre expérience avec un autre youtubeur. C'était énorme. On avait en un mois presque 1 million de personnes. D'ailleurs, oui, c'est une expérience préalable. On a eu à peu près 1 million de personnes et là, c'était un peu l'enfer au niveau de ce point. Donc, on avait bien ficelé l'authentification pour éviter le spam, les bots, etc. Donc, pour le jeu d'échecs, on a été plutôt tranquille sur ce point. Voilà. Il y avait une autre question, pardon. Hello, du coup, comment tu as anticipé, comment tu as fait des tests de charge? Est-ce que ça a été itératif ou vous aviez tout anticipé dès le départ? Alors, on a fait des tests de charge. Maintenant, on a sous-estimé un peu la base de données. C'est surtout ça. Le reste, il n'y avait pas de souci. Mais au niveau de la base de données, c'était assez complexe parce qu'elle n'était pas assez puissante. Enfin, du moins, en fait, on avait fait quelques tests. Ça a été, mais on était aussi limité en termes de budget. Pour dire, on n'avait pas grand-chose. Du coup, on a essayé de comment amener beaucoup de monde avec très peu de budget. Donc, on a eu beaucoup de mal au début. On a eu quelques couacs. Pourtant, on avait fait des tests. Et heureusement, effectivement, il y avait Clever Cloud qui nous a un peu soutenus en disant « Ouais, votre base de données, elle n'est pas très puissante. » Du moment qu'il y a beaucoup de... Il faudrait un petit peu plus de puissance. Et du coup, là, ça a été à ce moment-là. Mais effectivement, oui. Pardon, merci. Du coup, merci pour cette présentation. Moi, je me posais la question en fait de l'expérience collective en elle-même. Oui. Et je voulais savoir si tu as eu un retour sur... parce que du coup, de ce que j'ai compris, c'était censé peut-être prouver qu'on est plus intelligent collectivement parlant. Oui. Et je me rappelle d'une citation à la fac qui disait la foule est une somme d'erreurs. Alors, est-ce que finalement, on est plus intelligent collectivement ou pas? Alors, c'est une bonne question. Alors, je pense que là, il faudrait Mehdi à côté de moi. Il est forcément beaucoup plus doué que moi sur ce sujet. Après, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a pu tester, effectivement, par exemple, rien qu'au jeu d'échecs, la foule avait quand même un meilleur niveau qu'une personne prise individuellement. Alors après, encore une fois, il y avait un mode aussi influence, etc. Mais en tout cas, voilà, dans certains cas, en tout cas, ça peut se prouver. Le quiz qu'on a fait, bon, quelquefois on voit qu'on se plantait, quelquefois non. Bon, ça reste bien sûr une théorie au final, donc c'est bien sûr un modèle explicatif, mais voilà, je ne peux pas forcément dire plus. Je sors un peu de mon cadre, de mon sujet pour le coup. Encore une fois, Mehdi est beaucoup plus à même de répondre à cette question. Si je me souviens bien, ça dépendait de la difficulté aussi des plateaux. Oui. Une claire différence selon la difficulté. Voilà, c'est ça. La foule orientée mieux dans un sens. Bah, c'est ça. Et puis, par exemple, on avait remarqué que 1900 Hello, ils n'y arrivaient pas du tout. Voilà. Il avait donné ensuite, si on regarde la suite de la vidéo, à peu près sa prédiction et à peu près le niveau de la foule, qui a été son niveau Hello à la fin de cette expérience. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a une autre vidéo qui donne un peu le résultat de tout ça. Voilà. Peut-être ça pourra répondre sur sa chaîne en tout cas. Oui. On va prendre la dernière question et puis après on va aller prendre l'apéro. Je connais pas trop bien le système de caching. Oui. Je me demande sur la partie avec influence, Oui. Est-ce que les participants recevaient
au temps exact vraiment tous les coups qui avaient été joués, ou bien il leur manquait une partie des coups de par le système de caching? Alors, pour le cache, donc on a utilisé Redis. Redis, c'est quand même plutôt puissant. Il n'y a pas vraiment de problème au niveau de ça. C'était plus le fait de faire des requêtes et récupérer le contenu. Donc, c'était pas du WebSocket, et donc c'était de la requête HTTP. On récupérait de temps en temps les valeurs, mais c'était à peu près... effectivement, c'était pas du temps réel non plus. Donc, mais tout le monde avait l'état au même moment aussi. C'est-à-dire que tout le monde jouait, tout le monde récupérait l'état de notre échiquier. Donc ça avait, je pense, pas d'influence sur le mode d'influence, puisque tout le monde récupérait au même moment. Il n'y avait pas de lag ou de décalage pour chaque personne, quoi. C'était soit tout le monde, soit personne, quoi, en gros. Ouais. Merci beaucoup. Merci.